Bonjour à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux ici et en ligne. Je m'appelle Madeleine Perron, je suis de l'Institut Veblen et bienvenue à ce nouveau cycle Vibe. Donc Vibe, ce sont des événements un peu tôt le matin, avec nos croissants ici, avec les vôtres en ligne, au 38 rue Saint-Sabin et en ligne pour échanger sur différentes thématiques liées à la transition écologique qui sont des choses importante pour nous. Et quand je dis nous, c'est que Vibe, c'est le fruit d'un partenariat entre le BASIC, le bureau d'analyse, une coopérative qui analyse les impacts des modes de production, donc c'est le bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif, et l'Institut Veblen, donc on est un think tank qui met la transition, enfin l'économie au service de la transition écologique et sociale. Cette année, on a voulu ancrer ces rendez-vous dans les grandes thématiques territoriales au vu des élections municipales. On est très heureux d'organiser ce nouveau cycle avec l'association Le Lierre. Antoine, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Le Lierre et ce que vous êtes en train de mettre en place autour des municipales aussi? Oui, merci beaucoup Madeleine. Alors donc je travaille effectivement au Lierre. Le Lierre, c'est une association qui regroupe principalement des agents publics, aussi des chercheurs et des consultants intéressés par les politiques publiques, et enfin, des agents publics des trois fonctions publiques territoriales, État, hospitalière, qui souhaitent s'engager davantage sur les enjeux de transition écologique. Et à l'occasion des élections municipales, on a beaucoup sondé notre réseau et on a vu qu'un des enjeux majeurs, c'était celui de la mise en œuvre de la transition écologique. Et donc, avec d'autres partenaires, avec aujourd'hui quasiment une vingtaine de partenaires, dont la FNH qui est ici, et Sarah prendra ce micro tout à l'heure, on a lancé Solutions Transition. Solutions Transition, c'est une boîte à outils aujourd'hui qui prend la forme d'une plateforme qui réunit le meilleur de l'ingénierie écologique et territoriale, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, c'est la qualité qu'on souhaite lui donner, pour aider les 500 000 élus locaux, les 2 millions d'agents publics territoriaux à mettre en œuvre la transition écologique. Donc on est beaucoup plus sur le comment que le quoi. On laissera le quoi aux listes et aux ONG dont c'est le cœur de métier. Sur Solutions Transition, en tout cas, c'est l'enjeu de la mise en œuvre qui nous intéresse, et ça se traduit de plusieurs manières. Ça se traduit par des fiches courtes, 4-5 pages, opérationnelles pour les agents et les élus, notamment pour ceux des petites villes, des zones rurales et des villes moyennes qui ont moins le temps et moins l'ingénierie que dans les grandes métropoles. C'est aussi des ressources qui existent déjà et qu'on regroupe à l'occasion sur Solutions Transition. Et c'est des événements, surtout en 2026, mais aujourd'hui, c'est déjà un bel exemple d'événements qu'on va vous associer à vous pour ce cycle Vibe et quelques autres Vibes qui vont avoir lieu dans les semaines et les mois qui viennent. Ouais, exactement, parce que du coup, dans ce cycle municipal, on va aborder différentes thématiques à partir de nos analyses, nos recherches à tous, et à partir aussi des expériences de terrain de nos intervenants et de nos intervenantes. Avec à chaque fois, on va se poser un petit peu de questions, que peuvent les maires et leurs équipes, avec pour but effectivement que ces discussions nourrissent les programmes, les actions des candidats et des futures équipes, mais aussi qu'est-ce qui bloque, avec pour but d'identifier un petit peu les verrous au niveau local, quelles demandes il faudrait adresser à d'autres niveaux, interco, région, État, voire Europe, pour faire bouger les lignes et permettre de déployer le maximum d'actions en faveur de la transition écologique. Les grandes thématiques auxquelles on va s'intéresser sont celles dans lesquelles on a développé une certaine expertise au sein de nos organisations. On va parler aujourd'hui d'alimentation et de commandes publiques autour de l'alimentation. On va parler de publicité en janvier, de mobilité en février, et puis on abordera le thème de l'eau en mars. À la fin de chaque session, on mettra en ligne un petit vadémécum qui reprendra un petit peu les discussions et nos principaux résultats de recherche et les principales propositions qu'on aura formulées ensemble. Si on rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est consacré à l'alimentation dans la transition écologique des territoires, vous aurez remarqué le subtil jeu de mots avec les recettes pour agir, j'espère. Mais voilà, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de montrer qu'il est possible de faire beaucoup de choses au niveau des territoires. Ce thème, on l'a construit à partir d'un constat partagé du lien de plus en plus distendu entre ce qu'on produit sur un territoire et ce qu'on y consomme, ce qu'on y mange,
avec autour de ça des enjeux multiples autour de la santé des habitants, des habitantes, la question des emplois sur le territoire, le développement d'une agriculture plus durable et biologique, la gestion de la qualité de l'eau, des sols, le dérèglement climatique un peu en général. Donc voilà, c'est une thématique qui brasse effectivement énormément d'enjeux qui nous intéressent. Et on assiste à une prise de conscience croissante sur la nécessité de changer de modèle, de relocaliser, de changer le système agricole et alimentaire vers quelque chose de plus durable. Et là-dessus, on part pas de rien. Les pouvoirs publics ont développé depuis une dizaine d'années, voire plus, des stratégies pour répondre à ces défis. On a dans le sillage, on va dire, de ces initiatives nationales, on a beaucoup d'initiatives locales qui se multiplient autour de la reterritorialisation de l'alimentation, de l'agriculture urbaine, la protection du foncier, des initiatives qui prennent la forme parfois de projets alimentaires territoriaux, les PAT. Et donc ce sont des projets qui partagent souvent une gouvernance, des dynamiques entre acteurs, entre filières, entre élus, entre consommateurs et consommatrices, et qui permettent en gros de montrer aussi que les collectivités, les municipalités, elles disposent de leviers, elles disposent d'actions, elles disposent de marge de manœuvre pour engager la transition du système agricole et alimentaire. Donc, en gros, la thématique autour de tout ça aujourd'hui, c'est comment proposer une alimentation plus saine, plus durable quand on est une commune, une municipalité, à la fois en restauration collective, comment on mobilise une commande publique transformatrice, comment on embarque l'ensemble des acteurs. Et pour en discuter, on a beaucoup de chance, on a la chance d'avoir avec nous en ligne Ludovic Brossard, qui est conseiller municipal de Rennes, délégué à l'alimentation durable et à l'agriculture urbaine. Il a pas mal d'autres casquettes, notamment autour de la collectivité eau du bassin rennais et du label Terre de Source. Il nous en dira un mot. On a aussi avec nous Michel Pernaud-Debreuil, qui est adjoint au maire de Marny-les-Compiègnes, chargé de l'environnement, du développement durable et du budget participatif. Il nous expliquera comment sa commune a repris la restauration en régie directe pour atteindre 100% d'approvisionnement bio, local et fait maison. Et ensuite, donc juste à côté de moi, Camille Brion, qui est responsable du projet Territoire au Basique, qui nous expliquera tous les travaux du Basique autour de la création de référentiels communs pour à la fois avoir des diagnostics territoriaux et des clés et des suivis des actions territoriales autour de ces sujets. Et Sarah Percas de la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, qui prendra la place d'Antoine tout à l'heure, nous présentera rapidement la fiche Solutions Transition, donc élaborée avec le LIER dont Antoine vous parle. Sans plus attendre, peut-être passer la parole à Ludovic. Je le disais, vous êtes conseiller municipal à Rennes, vous êtes aussi investi à plusieurs échelons. Vous êtes vice-président de l'eau du bassin rennais, de l'initiative du label Terre de Source. Est-ce que vous pouvez nous présenter la façon dont vous agissez sur votre territoire, peut-être même le point de départ de toutes vos actions? Oui, merci, bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Vous m'entendez ? On vous entend très bien et on va pas tarder à vous voir. Ok, très bien. Je commence. Donc, merci à l'Institut Veblen, au bureau d'études basiques et au LIER pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je participe et je lis d'ailleurs régulièrement vos travaux sur la question des transitions. Donc, moi, je suis élu conseiller municipal sur la ville de Rennes à l'alimentation durable, agriculture urbaine. Je suis aussi vice-président de la collectivité eau du bassin rennais. Alors, en charge des enjeux de la gestion quantitative de l'eau. Collègue Yannick Nadezan, qui est également élu à la métropole en charge de l'agriculture et vice-président de la collectivité eau du bassin rennais en charge du dossier Terre de Source, ne pouvait pas être présent avec nous ce matin, donc je vais tenter d'évoquer aussi bien qu'il le ferait Terre de Source, sachant qu'on a aussi avec nous Laurent Génaud, qui est directeur de Eau du bassin rennais, qui est en visio avec nous et qui pourra répondre aux questions sur cette question-là. Et puis, je suis aussi membre de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Vilaine, avec en ce moment un élément qui fait beaucoup parler autour de l'interdiction des herbicides de synthèse sur les parcelles de maïs et les aires d'alimentation de captage prioritaire. Alors je souhaitais en fait évoquer l'importance d'une coordination
la coordination des actions à différentes échelles en matière de transformation écologique de nos systèmes agricoles et alimentaires, à la fois en prenant pour exemple le bloc communal, donc ce qu'on fait à l'échelle de la ville de Rennes, ce qu'on réalise également à l'échelle intercommunale, donc au sein de la métropole rennaise, puis évoquer ce qu'on met en place à l'échelle de la collectivité productrice d'eau potable. Très rapidement, hein, j'évoque le contexte qui fait que sur la ville de Rennes, on a décidé d'agir comme à l'échelle de la métropole ou du bassin rennais. On a un modèle aujourd'hui alimentaire qui pousse à la dégradation de la condition de vie des personnes, du vivant, avec des enjeux de santé publique assez importants. Une augmentation de l'insécurité alimentaire en France, avec un quart des enfants français qui déclarent ne pas manger 3 repas par jour. Une augmentation des maladies liées à une mauvaise alimentation. Un adulte sur 2 et près d'un enfant sur 5 en situation de surpoids ou d'obésité. 18% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté et une disparition de la moitié des fermes, notamment en Bretagne, depuis les années 2000. Donc, c'est des constats qui sont aujourd'hui largement partagés, pour peu que l'on s'intéresse à ce qu'évoquent les scientifiques sur ce sujet-là. Donc, l'importance pour moi ce matin, c'est de vous présenter ce qu'on a mis en place à l'échelle communale, intercommunale et à l'échelle de la collectivité productrice d'eau potable, en ayant en tête qu'on a construit les mêmes ambitions, c'est-à-dire accompagner les changements de pratiques de la consommation. Donc j'évoquerai évidemment largement la restauration collective scolaire, émerger les conditions d'une démocratie alimentaire, puisque c'est aussi une question de place du citoyen et de l'agriculteur au sein du système alimentaire qu'il faut réinterroger. Donc la démocratie alimentaire est un concept tout à fait pertinent pour mettre en place ce type de politique. Et puis les enjeux de transformation du système agricole et alimentaire en massifiant les pratiques agroécologiques et en développant l'agriculture biologique sur nos territoires. 2 exemples en fait de politiques qu'on a mis en place à l'échelle de la ville. Donc on a construit depuis 2017 un plan alimentaire durable qui est une déclinaison d'un PAT mais une échelle communale et qui s'est d'abord intéressé à la manière dont la restauration collective pouvait intégrer plus de produits bio, proposer plus de produits sains pour les convives de la restauration collective, que ce soit scolaire, les EHPAD ou les restaurants administratifs, sachant que, je le répète, le temps du repas pris par les enfants en cantine scolaire est souvent le seul repas équilibré pris dans la journée. Donc on a construit en fait d'abord des marchés publics au regard de ce que le territoire était en capacité de nous approvisionner. Donc ça veut dire des allotissements très fins avec, par exemple sur la viande 7 lots qui permettent à des structures du territoire, des coopératives comme la coopérative Terre de Source ou Manger Bio 35, Manger Bio Ille-et-Vilaine, de pouvoir répondre à chaque lot en construisant le dossier technique, en faisant en sorte que le prix ne soit pas prépondérant dans le choix des marchés. Et justement en ayant en tête que la note technique soit plus importante, c'est-à-dire la capacité à proposer des produits frais, bruts, et que nous, on soit en capacité, au sein de notre cuisine centrale, de transformer ces produits. Et puis, alors j'ai oublié de le dire, mais la ville de Rennes, c'est 227 000 habitants. C'est une restauration collective scolaire qui nourrit 5% de la population. C'est aussi de nombreuses associations qui sont en partenariat avec la ville et qui souvent agissent aussi sur le champ de l'alimentation. Donc on part pas de rien non plus et la ville ne fait pas tout et on s'appuie beaucoup aussi sur ce que les citoyens et les associations mettent en place sur cette thématique-là. Pour revenir sur la commande publique responsable, on construit aussi avec la métropole rennaise et avec Haut-du-Bassin rennais certaines filières. Alors en s'appuyant sur la filière Terre de Source, je l'évoquerai tout à l'heure, mais aussi en mettant en place des outils de transformation qui
qu'on peut estimer manquantes sur le territoire. Par exemple, on a créé avec la SIC Boussole, qui est présente un petit peu partout sur certaines villes en France, une boulangerie solidaire d'insertion pour pouvoir produire du pain bio à des volumes un peu plus importants auprès de la restauration collective. Alors pas seulement la ville de Rennes, mais aussi des gros acheteurs comme la région pour les lycées, le département pour les collèges ou le Crous pour les universités. Et tout ça de façon complémentaire à ce que le territoire et notamment les paysans boulangers peuvent aussi apporter en termes d'aliments. Mais notre objectif, c'est bien à la fois au regard de la demande, de pouvoir structurer l'offre, mais en s'appuyant sur une coordination à l'échelle non pas de la ville, mais bien sûr du bassin de vie. Ensuite, un deuxième exemple, c'est installer des lieux d'appropriation des enjeux alimentaires. Alors, on a plusieurs freins qui empêchent aujourd'hui nos concitoyens d'accéder à une alimentation saine, durable et locale. On peut parler de freins géographiques, économiques, culturels. Et là, l'enjeu, à travers un projet d'école municipale de cuisine, c'est de pouvoir travailler sur les enjeux de maîtrise du bien manger pour tous, enfin de maîtrise de la préparation des repas. Donc, on a depuis 2 ans mis en place une école municipale de cuisine qui tous les mercredis après-midi accueille une trentaine d'enfants scolarisés dans les écoles de la ville de Rennes, qui viennent apprendre le geste culinaire. Voilà, c'est le mot que je cherchais, le geste culinaire avec des cuisiniers de la restauration collective scolaire de la ville de Rennes. Donc, c'est à la fois un outil d'appropriation pour les enfants des bons gestes culinaires, la découverte de la saisonnalité des produits, du plaisir dans l'assiette, mais c'est aussi un élément qui concourt à l'attractivité en fait des métiers de la restauration collective scolaire et qui est aussi un lieu de formation pour les cuisiniers de la restauration collective, qui est un métier à mon sens très très important et dont on n'aborde pas assez l'importance au sein comme un maillon essentiel de notre système alimentaire. Et puis pour finir sur l'échelon communal, évoquer l'enjeu de transformation de l'environnement alimentaire. Donc ça suppose une maîtrise foncière de la part de la ville sur les surfaces agricoles et naturelles de la ville de Rennes. Nous on a encore 460 hectares de terres agricoles sur la ville de Rennes. Donc on y installe des paysans, des paysannes sur des fermes urbaines avec des projets la plupart du temps un projet social, mais et parfois aussi un projet culturel autour de ce qu'on peut voir apparaître sur nos territoires, des tiers-lieux alimentaires. On met en place des cuisines partagées sur chaque quartier prioritaire de la ville, et puis on a un accompagnement financier auprès d'associations qui vont développer des modalités de consommation alternatives à l'aide alimentaire ou à la GMS. Et je veux évoquer par exemple le réseau VRAC vers un réseau d'achat en commun qui propose une tarification sociale pour acheter des produits bio locaux. Une autre échelle d'intervention, alors la troisième diapo s'il vous plaît sur la métropole. C'est bon pour vous? On y est. Donc là, la métropole va, elle, s'appuyer sur sa compétence en matière d'économie, d'aménagement du territoire, donc notamment le PLUI, de logement, du plan local de l'habitat, sur le PCAET, le plan climat air énergie territorial, sur également le plan communal de sauvegarde intercommunal, tout un tas d'outils dont il est important d'en saisir la portée sur les enjeux agricoles et alimentaires et ne pas rester confiné, ne pas laisser l'agriculture et l'alimentation simplement dans le cadre d'un PAT. C'est un outil qui est important, le PAT, qui permet d'instaurer un dialogue, de commencer à mettre en place des coopérations entre les différents maillons du système agricole et alimentaire. Et c'est important aussi de reposer les ambitions et les outils à travers d'autres politiques. Donc sur la métropole, on a un plan alimentaire territorial depuis 2 ans, avec un plan bio qui a été mis en place pour développer, avec une ambition, c'est celle de développer les surfaces en agriculture biologique, donc de passer de 14,5% en 2021 à 50% en 2030.
ce qui correspond aussi à un objectif de diminution des gaz à effet de serre de moins 15%. Donc vous voyez que là, on a mis en place un outil, le plan bio, qui vise à la fois à répondre à des enjeux qualité d'air, baisse des gaz à effet de serre, qualité d'eau, mais également avènement de installation, massification de l'agroécologie bien sûr, et massification des installations agricoles. Parce que vous On êtes finance quand même, des diagnostics. c'est quand même une métropole, enfin ça reste quand même un environnement très urbain, donc il y a un enjeu aussi pour installer ou c'est... On a 55. Ouais, j'ai pas évoqué ça. Sur la métropole rennaise, en fait, on a 55% de la surface qui est encore en SAU. Donc c'est presque, avec les espaces naturels, c'est presque 80%. Et alors comme beaucoup de métropoles, on a artificialisé des sols et avec les infrastructures, effectivement, ça posait quelques problèmes, bien sûr, sur la qualité des sols et aussi la fonctionnalité des milieux naturels. Mais néanmoins, depuis 20 ans et à l'occasion du SCOT, du schéma de cohérence d'orientation des territoires du Pays de Rennes, on a tablé notre dynamique d'urbanisation à travers le concept de ville archipel. C'est-à-dire qu'on va d'abord densifier sur les centres urbains avant d'imaginer développer des logements ou des zones artisanales ou industrielles sur des terres agricoles. Ce qui fait qu'on a maîtrisé assez tôt quand même l'étalement urbain et que le zéro artificialisation net n'est pas une ambition inatteignable pour nous, bien au contraire, et on l'a bien intégré dans le PLUI. Et on a sur la métropole 36 000 hectares de terres agricoles, encore 718 fermes, et dans le PAT de la métropole, une ambition d'installer, notamment massifier les installations sur les filières végétales, dans la mesure où la SAU de la métropole rennaise, pour vous donner une idée, 80% de ce qui est cultivé est à vocation pour l'alimentation animale. Donc on a dans le cadre des diagnostics qu'on a réalisés dans le cadre du scénario After 2050 de Solagro, imaginer comment est-ce que demain la métropole pouvait satisfaire au maximum l'alimentation des métropolitains. On sera jamais autonome. Par contre, on peut essayer de travailler sur la végétalisation, la diversification des cultures. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de s'appuyer aussi sur les compétences de la métropole, mais aussi d'eau du bassin rennais dans le cadre de terres de source, et ça je l'évoquerai tout à l'heure. Ouais, peut-être justement de terres de source, que vous pouvez nous en dire un mot maintenant. Vous avez je voulais que j'accélère là. Ouais, un petit peu. Ok, je passe à la troisième, à la dernière diapo sur terres de source. Donc l'enjeu pour Eau du bassin rennais, qui a mis en place la démarche terre de source, c'est de pouvoir répondre à des problématiques de qualité d'eau et de pouvoir travailler avec les agriculteurs du territoire qui sont sur les aires d'alimentation de captage, sur l'amélioration de leurs pratiques, pour nous éviter des surcoûts sur la dépollution de l'eau dans un contexte où on a des grosses pressions nitrates, des grosses pressions aussi sur les pesticides de synthèse. Donc en fait, Eau du bassin rennais a travaillé dans le cadre de territoire de grande ambition et de France 2030 à un projet qui a pu dégager 20 millions d'euros pour créer un label, une marque, donc terre de source, une coopérative, une société, une SIC qui gère cette démarche, et dans laquelle on retrouve l'ensemble des acteurs agricoles et alimentaires du territoire, et avec une innovation majeure, c'est que dans le cadre d'un marché public, en fait, les collectivités qui sont adhérentes au marché public, donc le bloc communal essentiellement, qui vont acheter des denrées pour la restauration collective scolaire, vont acheter en fait un marché de prestation de services. Un marché de prestation de services rendus par les agriculteurs vis-à-vis de la qualité de l'eau et aujourd'hui de la qualité de l'air. Ce qui fait que on a aujourd'hui une capacité, dans le cadre des marchés publics et de la restauration collective scolaire, une capacité à massifier en fait les denrées alimentaires qui sont issues des fermes qui s'engagent en matière de qualité d'eau et qualité de l'air,
de les massifier et d'accompagner aussi ces fermes via des bonus qui peuvent aller jusqu'à 3 000 euros par an, via des suivis sur l'amélioration des pratiques en travaillant avec l'indicateur de durabilité IDEA 4 et en construisant aussi des paiements pour services environnementaux sur certaines aires d'alimentation de captage où on a des problèmes identifiés sur les pesticides de synthèse. Et en fait, la SIG Terre de Source va être aussi un outil de structuration des filières. Là, vous voyez un exemple de panneaux qui montrent de la culture de sarrasin. On sait qu'on est très peu autonome en sarrasin, y compris en Bretagne, alors qu'on consomme énormément de blé noir. Si vous avez l'occasion de venir sur Rennes, vous pourrez le constater. Donc l'enjeu pour la Terre de Source, c'est de structurer ces filières-là en travaillant avec l'ensemble des maillons du système alimentaire, pas seulement les agriculteurs sur les pratiques, mais aussi les entreprises de l'agroalimentaire. Et ça, on le fait sur le sarrasin, on le fait sur les céréales panifiables, on le fait sur la filière laitière, on le fait sur la filière viande. Avec un exemple récent, nous, dans les marchés viande qu'on a passé Ville de Rennes, on a un lot race mixte qui fait que on va pouvoir acheter des veaux qui sont issus des fermes en filière laitière sur notre territoire et de fait apporter travailler sur la diversification économique de ces fermes-là et valoriser aussi les zones humides parce que sur les fermes laitières, les veaux qui sont à l'engraissement sont souvent aussi, en tout cas, mettent plus facilement en valeur les zones humides plutôt que de voir ces zones humides-là s'enfricher, voire être transformées en espaces de culture, ce qui renvoie aussi à des enjeux qualité d'eau importants. Ouais, donc c'est une commande publique qui est très transformatrice, qui dépasse en fait les enjeux juste d'alimentation et qui vont toucher à d'autres thématiques. Peut-être en 1 ou 2 minutes, si vous pouvez, il y a déjà beaucoup de choses en place sur votre territoire. Est-ce que vous avez en tête une norme, une réglementation, quelque chose à d'autres échelles un verrou auquel vous vous êtes confronté et qui pourrait sur lequel on pourrait agir pour faire vivre un peu plus le plein potentiel des initiatives que vous avez mises en place? J'en vois 3 en fait. Bon, vous voyez que ce qui nous tient à cœur, c'est à la fois de renouveler les gouvernances en créant des SIC, en créant des PAT, des PAD. C'est une façon aussi pour la collectivité d'être légitime sur les enjeux d'agriculture et d'alimentation parce que c'est pas n'importe quel l'alimentation, c'est pas n'importe quel produit et c'est pas un produit comme les autres et on doit remettre du sens commun dans le système agricole et alimentaire. Donc, on doit revoir ces gouvernances-là. On doit aussi, à mon avis, mettre en place un cadre normatif qui facilite dans la restauration collective scolaire l'acquisition l'achat de produits bio et locaux, et puis construire un récit mobilisateur en s'appuyant sur non pas une culture de l'abondance, mais plutôt une culture des interactions et mettre en place des coopérations gagnant-gagnant entre les collectivités et entre les collectivités entre elles, les collectivités avec les entreprises agroalimentaires. Et ça peut passer par trois leviers importants. C'est l'exception alimentaire. Donc, je pense qu'à une échelle européenne, ça serait intéressant de pouvoir se dire que l'alimentation, comme la culture, doit être une exception et que l'alimentation doit échapper à des logiques de court-termistes du marché tel qu'il est organisé aujourd'hui, de faire en sorte que les PAT ne soient pas des coquilles vides réglementaires, mais faire en sorte que les PAT soient et que les collectivités qui portent les PAT soient des autorités organisatrices de l'alimentation. Donc ça renvoie à une proposition de loi qui avait été faite dans le cadre d'un travail réalisé par des scientifiques dans le cadre d'Atlas 2. Donc j'ai avec Luc Bodiguel et puis et Thomas Berger. Ouais. Et puis le troisième élément important, à mon sens, et vous l'avez évoqué, les recettes pour agir, avec un petit clin d'œil sur ce que pourraient être des recettes fiscales à disposition des collectivités pour vraiment massifier ces politiques-là. C'est simplement voilà une autonomie fiscale des collectivités et avec une régionalisation des aides PAC. On est en pleine négociation aujourd'hui de la politique agricole commune. Il me semble important que les régions aient toute latitude pour mettre en place des politiques qui sont beaucoup plus adaptées au contexte agricole de nos territoires.
Très bien. Et justement, on va se tourner vers Michel, qui nous parle depuis Marny-les-Compiègnes, un village un peu spécial parce qu'il est l'un des seuls en France à avoir développé la restauration scolaire en régie directe. Est-ce que, Michel, vous pouvez nous en dire un mot, peut-être d'où vous vient cette idée, ce besoin de donner un nouveau cap à la cantine? Oui, bonjour. C'est une petite ville, hein, plus qu'un village quand même, 9000 habitants, Ouais. Marny-les-Compiègnes. Donc moi, je suis adjoint au développement durable et participatif. J'aime dire que ce service a été créé au début du mandat, en faisant suite au grand débat de 2019. Donc chez nous, il y a eu un résultat à ce grand débat. Et je parle également on va dire au nom de Astrid Chouane, ma collègue première adjointe en charge de la jeunesse et du scolaire, qui est absente aujourd'hui. Sont probablement connectés aussi des collègues, notamment Vincent Perrin de l'Aglo, qui travaille sur la protection de la ressource en eau et qui nous a beaucoup aidé dans ce travail de reprise en régie directe de notre restauration scolaire. Alors, je ne sais pas si s'affiche notre diaporama. Vous l'avez? Fait un partage de... C'est parti. C'est bon. C'est bon pour vous? Très bien. OK. Alors, le contexte de la commune. On est donc une commune qui fait partie de l'agglomération de la région de Compiègne, 22 communes, de l'association du pays compiègnois, c'est 3 intercommunalités. C'est cette association qui porte un plan alimentaire territorial de niveau 1 depuis 3 ans, et dont un des axes, c'est l'éducation à l'alimentation locale, le lien santé-alimentation. Et avec une porte d'entrée importante qui est la protection de la ressource en eau sur notre territoire. C'est une vraie problématique. On a un territoire d'agriculture conventionnelle, industrielle, céréalière principalement, avec les problématiques que ça génère sur la protection de notre ressource en eau et sa qualité. Donc un territoire de 9000 habitants, 760 écoliers, aujourd'hui un petit 500 enfants qui déjeunent à la cantine, et on a 4 cantines sur la commune, 4 cantines qui auparavant fonctionnaient en réchauffe de repas livrés par un prestataire. Donc au départ, donc ça c'était le fonctionnement qui a existé pendant 3-4 mandats. Et en 2023, on était dans cette situation d'une gestion concédée en liaison froide, et en voyant toutes les difficultés que ça posait sur un cahier des charges qu'on essayait de tenir, notamment avec la loi Egalim et d'autres aspects qualitatifs, mais avec beaucoup de difficultés à faire respecter ce cahier des charges par le prestataire, des coûts administratifs importants pour le contrôler, des pénalités à appliquer, finalement une grande difficulté à pouvoir contrôler les conditions de respect de la loi Egalim, manque de transparence évident du prestataire, et puis insatisfaction sur la qualité des repas, sur l'impact qu'on observait de ce mode de fonctionnement sur l'environnement, sur le taux de gaspillage élevé, et finalement la non-maîtrise des coûts, et où on subissait complètement ce marché. On était en dialogue depuis pas mal d'années avec les parents d'élèves sur la qualité des repas. Il y a un groupe de travail qui s'est constitué, et début 2023, on a été face au renouvellement du marché avec ce prestataire, enfin avec le prestataire, et on a modifié à nouveau le cahier des charges en cherchant à augmenter encore la part du bio, en refusant les plats ultra transformés, et en veillant à nous approvisionner plus en produits frais et locaux et de saison. Et donc, appel à candidature. Et en août 2023, un mois avant la rentrée, on n'a aucun des prestataires sur les 3 qui avaient pris le cahier des charges qui n'ont répondu.
Donc, on a dû faire un rétropédalage et négocier directement avec un prestataire au prix qui a été le sien pour l'année 2023-24. Et on a enclenché une étude de diagnostic et de faisabilité de la reprise en régie. Et en octobre 2023, les élus ont décidé d'investir dans cette reprise en régie directe. Et on avait un an pour à la rentrée 2024 être opérationnel. Alors, donc comment ça s'est mis en place alors concrètement? voilà. Alors, donc les enjeux, je vais passer rapidement dessus parce que je pense que le basique nous présentera sa boussole de la durabilité, mais les enjeux tels qu'on les a formulés, c'était vraiment des questions d'enjeux sur la santé publique, sur l'accessibilité à des repas de qualité pour toute personne, en s'adaptant au quotient familial, le développement économique local, les filières courtes, et puis un enjeu éducatif sur le goût, la saisonnalité et reconnecter, on va dire, au moins cette part des habitants à l'agriculture locale. Donc ensuite, on a développé des partenariats avec avec l'Aglo, avec Bio de France, avec des prestataires de formation, de diagnostic. Je vais pas rentrer dans les détails. Euh, et à partir de là, on va aller à l'essentiel. On est rentré dans une phase de travaux. Ce qui était important dans le choix qu'on a fait, c'était à partir du diagnostic, voir qu'une des écoles disposait d'un office de réchauffe assez grand, récent, et d'un réfectoire assez grand, et on a décidé de créer une cuisine dite centrale dans cet espace-là et d'en faire la cuisine des 4 cantines de la commune. Alors j'aime bien dire que c'est pas une cuisine centrale, c'est une cuisine décentralisée. Et c'est tout l'objet de ce qui a été discuté avec l'aglo, d'arrêter de penser cuisine centrale, mais petite cuisine centrale décentralisée, le plus décentralisée possible pour pouvoir fonctionner en liaison chaude. Donc 6 mois avant l'ouverture, on a recruté le personnel, ça c'est absolument déterminant, de trouver le bon chef de cuisine et de le faire longtemps à l'avance pour impliquer le personnel, le chef de cuisine dans le projet. Et donc en juillet 2024, les travaux et ouverture en septembre 2024. Alors bon, je vais passer assez rapidement les slides sur les transformations. Ce qui était important, c'est qu'il a fallu. On pourra les mettre à disposition derrière Voilà. aussi. Donc création notamment d'une légumerie interne, un espace de préparation des légumes qui arrivent bruts. Donc là, différents investissements très importants de les déterminer, notamment avec le personnel et notamment le chef de cuisine. Et donc, in fine, il a fallu, par rapport à la situation précédente, former et mettre en place une brigade de 5 agents de production, 5 agents dont le chef de cuisine et une numéro 2 apte à se former et à pouvoir remplacer le chef de cuisine. Donc même, nous, ce qui nous faisait peur, c'était de tout reposer sur le chef de cuisine. Et en fait, très rapidement, on s'est dit, mais avec un bon numéro 2, il va pouvoir prendre ses vacances, éventuellement tomber malade. Mais en tout cas, c'est une crainte pour les petites collectivités de faire tout reposer sur une seule personne. Donc voilà, l'organisation, c'est une cuisine avec un espace de production et des livraisons en caisson isotherme sur les 3 autres cantines. On peut passer. Au bout d'un an, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, 90 000 repas fabriqués, dont 12 000 repas à 1 euro. Le coût, donc ça c'est une question importante que se posent toutes les collectivités locales. On a fait un travail de suivi très, très pointu là-dessus, en intégrant absolument tous les coûts administratifs, amortissements, etc. Et en regardant notamment, puisque c'est un enjeu pour le lien avec les producteurs locaux, le coût des denrées. Sans négocier avec les producteurs qui nous livrent en bio, pour une première année, on est à 2,42 € TTC de denrées par repas.
on peut passer. Et donc voilà, il y a la liste des fournisseurs, hein. Le pain, c'est avec des boulangeries bio locales, etc. Tout ça, c'est dans un rayon de 60 km autour de Marny. Et en circuit court, c'est-à-dire un intermédiaire au maximum. Les facteurs clés de maîtrise des coûts, c'est, je crois, important de souligner ça. L'enjeu, bien sûr, c'est de limiter les charges de fonctionnement pour la collectivité, mais également de voir où est-ce qu'on peut éviter des coûts inutiles pour les reporter sur le prix des denrées et se donner les moyens de payer au juste prix les fournisseurs de denrées de production, notamment fournisseurs de produits frais, fruits et légumes de territoire. Donc les enjeux, les leviers d'action pour la maîtrise des coûts, bah, c'est bien sûr la productivité de la cuisine. Et là, il faut pas être en dessous du ratio pour 100 repas produits un ETP. Si on a 6 personnes pour 500 repas, il y en a une de trop. Bien surveiller le gaspillage alimentaire, bien sûr, et on a vu qu'on avait des économies à faire entre le nombre de repas sur lesquels sont inscrits les enfants et le nombre de repas réellement servis. Et on voit qu'il y a un taux d'absence à peu près régulier de 4 à 5%. Donc finalement, on a décidé de produire 4 à 5% de moins de repas que ce qu'il faut par rapport au nombre d'inscrits. Le coût des denrées, on arrive à le réduire un petit peu par le levier plus de protéines végétales, moins de protéines animales. Mais encore une fois, c'est pas là qu'on cherche à faire des économies, hein. Au contraire, il y a des économies à faire sur d'autres coûts comme l'énergie, beaucoup de coûts évités par rapport à la situation précédente, où avec des fournisseurs, un prestataire, on paye les coûts de son énergie, les coûts des transports, etc. Le fait d'être en liaison chaude, on n'a pas le coût de la réchauffe. Et donc, il y a bien d'autres coûts liés aux prestataires qui nous sont refacturés, qu'on ne voit pas et qu'on ne peut éviter. Et puis, finalement, les coûts administratifs, parce qu'on avait cette crainte, les coûts administratifs sont moindres, puisqu'on a pu tout ce travail de contrôle qu'il y avait à faire sur le prestataire. Et là aussi, à notre grande surprise, on fait une économie sur ce point-là. Ouais, c'est très intéressant, effectivement, ce point. Bien faire le lien avec mais en plus, vous me préparez la transition. Voilà, sur l'injuste prix de notre alimentation et vraiment la nécessité pour les collectivités qui représentent un poids important sur la restauration collective en France et donc peuvent être un acteur majeur dans le système agroalimentaire. Si on paye le prix de la carotte à son vrai prix, on va éviter plein d'autres coûts qui sont là. Donc, j'invite les participants à aller chercher cette étude et à la lire. Elle est vraiment tout à fait éclairante sur notre système alimentaire. Une autre ressource, bien sûr, c'est le basique. C'est la diapo d'après. Je ne vais pas entamer votre présentation, mais là aussi, pour bien remettre les choses à leur juste niveau, la fabrication du repas sur la pause méridienne ne représente que 50% du coût de la pause méridienne et le coût des denrées ne représente que 50% du repas et le coût des fruits et légumes frais ne coûte que 50% des denrées. Donc on est à 12,5% du prix du coût de la pause méridienne qui représente les denrées. Donc ça vaut vraiment le coup de payer le juste prix aux producteurs. Et donc là, voilà, je vais reprendre pour les participants un peu tous les facteurs clés importants à prendre en compte dans cette approche. Pour qu'on puisse laisser un peu de temps aussi à la discussion. Voilà, donc la concertation multi-acteurs en amont, bien sûr l'accompagnement de l'équipe, dont une partie de l'équipe qui était cantinière, qui est devenue professionnelle de la production et avec une dynamique collective tout à fait intéressante au plan humain, avoir une approche progressive. Et puis, il y a eu quelque chose d'important aussi, c'est que par rapport au marché d'approvisionnement, on a passé en conseil municipal l'adoption d'une nomenclature d'achat des denrées en faisant 18 familles de produits différentes, chacune inférieure à 40 000 euros. Bon, et puis les gains sur la santé et l'environnement, je suis sûr que vous allez nous présenter la boussole de la durabilité, tout à fait éclairante. Et puis, je veux souligner les dynamiques humaines qui sont créées à cette occasion-là, puisqu'on est en phase de
campagne municipale, les élus doivent vraiment se saisir de cette opportunité pour, à travers un projet comme celui-là, contribuer à un travail de transversalité entre les services, de dialogue élus-citoyens, ça crée du lien social. Et pour nous, petites collectivités, nous avons du mal à faire bouger les choses au niveau de notre agriculture. C'est du capital confiance qu'on arrive à valoriser sur d'autres leviers de la transition alimentaire, dont certains évoqués par Ludovic. Notamment sur le territoire, maintenant, ce sont d'autres communes qui se saisissent de la même initiative de reprise en régie de leur cantine. Et puis, d'autres actions d'agriculture urbaine, de lutte contre la précarité alimentaire, de soutien aux AMAP. Donc voilà, c'est pour montrer qu'une petite commune, plus qu'un village certes, mais avec un peu de budget et un peu d'agilité, peut également, par la politique des petits pas, faire bouger les choses. Mais on voit avec Ludovic que le chemin est encore long. On a beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très complète de cette initiative. Je profite de votre passe décisive à Camille pour une présentation justement des outils du BASIC qui permettent à la fois de faire ces diagnostics dont vous avez parlé, Michel, et qui ont été structurants dans la reprise en régie, et effectivement peut-être d'autres outils au service des collectivités. Merci Madeleine, bonjour à toutes et tous. Donc peut-être rapidement pour redire le BASIC, donc c'est un bureau d'études de forme coopérative. On étudie les modes de production, de consommation, principalement dans le domaine agroalimentaire, et on évalue leurs impacts socio-économiques et écologiques. Et notre travail sert à fournir finalement des données factuelles pour la transition de nos modes de production, de nos modes de consommation. On travaille pour des ONG, pour des pouvoirs publics à des échelles nationales, internationales, et puis également pour des territoires, des métropoles, des PNR, des PAT, des régions. Et donc, peut-être rapidement, je vais laisser Nicolas partager la présentation. Mais donc, Michel a commencé à en parler. On a fait plusieurs constats de manière globale sur la transition des systèmes agricoles et alimentaires, et notamment sur la difficulté de construire une compréhension, une vision commune, et notamment sur la durabilité. On parle beaucoup de durabilité, mais quel est le cadre finalement de cette durabilité ? On a également identifié qu'il y avait un manque ou une absence parfois de lien aussi entre des diagnostics qu'on peut faire, des éléments de prospective sur comment on se projette en 2050 par exemple, entre les chemins de transition, le suivi, évaluation. Finalement, il n'y avait pas forcément de lien entre ces différents moments d'une transition. Et parfois, ce manque de lien entre des actions qui sont planifiées et puis les enjeux de durabilité au final qu'on a identifiés sur un territoire. Et on avait également beaucoup de questionnements sur comment passer de faire mieux, donc de commencer à initier la transition, à faire assez, c'est-à-dire de faire assez par rapport aux enjeux, à la hauteur des marches à passer. Et puis, on a également identifié qu'il y avait une difficulté parfois de partager des informations, des enseignements entre les territoires. Et donc, pour pouvoir répondre à ces constats, on utilise un cadre d'analyse commun de la durabilité. Et donc ce cadre-là, il est basé sur un travail qui a été réalisé par une économiste anglaise, Kate Travers, qui se base, elle, sur les limites planétaires, qui sont les limites, les seuils au-delà desquels les activités humaines elles viennent menacer l'équilibre global de la planète. Et donc c'est vraiment les sciences naturelles qui montrent du coup la limite finalement à l'économie, jusqu'où elle peut aller. Et sur ces limites-là, Kate Travers, elle rajoute également les enjeux de justice sociale, donc comment allier ces enjeux de justice sociale aux enjeux écologiques pour pouvoir orienter l'économie
en faveur d'un développement durable et juste. Et donc c'est vraiment entre ces deux, entre le plancher social et le plafond environnemental qu'on va avoir un espace sûr et juste pour l'humanité. Donc cette boussole-là, rapidement, là c'est une version simplifiée. Tu peux revenir juste en avant. Une version simplifiée de la boussole, mais juste pour vous bien vous redire que donc on se situe dans entre donc, un plafond écologique et un plancher social, et que donc c'est entre les deux qu'on va avoir cette zone durable. Ce concept-là, nous on l'a utilisé pour l'utiliser pour le système alimentaire, et donc pour identifier vraiment les enjeux de durabilité du système alimentaire français. Et donc on a identifié une quinzaine d'enjeux, donc 8 enjeux qui correspondent donc aux besoins fondamentaux des humains, et on a ajouté également le bien-être animal donc, et des animaux, pour que la boussole elle ne soit pas uniquement anthropocentrée. Et puis les 7 enjeux qui correspondent là à des limites écologiques. Et donc bon, là-dedans, on retrouve tout ce que Ludovic et Michel ont présenté. En tout cas, on en parlait de ces enjeux-là. Là, la boussole, ça permet d'avoir ce référentiel commun pour dialoguer finalement entre les acteurs. Cette boussole, elle peut être utilisée notamment pour piloter la transition du système alimentaire. Donc se poser la question de où en est mon territoire, et donc réaliser un diagnostic à date du système alimentaire territorial, en s'interrogeant sur les flux au sein du territoire, les acteurs qui sont présents, et puis les enjeux de durabilité. Et donc on peut établir une boussole à date. On peut également établir une boussole quand on se demande où on veut aller, donc quels enjeux de durabilité on veut venir améliorer sur notre territoire, et puis comment y aller. Donc là, on va commencer à identifier des pistes d'action, et c'est toujours important de se demander finalement, est-ce que ces pistes d'action, elles vont bien avoir un potentiel impact sur les enjeux de durabilité que j'ai estimés en tout cas sur mon territoire. Ce qui nous donne donc finalement on peut avoir ces trois boussoles, la boussole à date, la boussole projection durable, et puis la boussole du potentiel d'impact que je vous ai remise ici. Et donc on va venir regarder pour toutes les actions finalement qui sont menées sur un territoire, alors notamment par exemple dans le cadre d'un PAT, on va venir regarder finalement quel est le potentiel d'impact de ces actions sur les enjeux de la boussole, et donc avec un dégradé de couleurs selon que l'impact va être plus ou moins faible, moyen, bon ou fort. Donc voilà, là on voit ce territoire, il a un bon impact sur la qualité de l'air, la biodiversité, l'eau, le sol par exemple pour les enjeux écologiques. Et l'intérêt c'est de se demander est-ce que c'est vraiment des enjeux qui sont présents sur le territoire, et donc de voir si voilà, on va mettre en place des actions qui ont un potentiel d'impact sur les enjeux identifiés pour mon territoire. Et donc ça, c'est vraiment, ça permet de créer, de tisser le lien tout au long de la transition du système, et de pouvoir ensuite trouver des indicateurs aussi de suivi, d'évaluation de l'impact sur la durabilité, parce qu'on parle souvent d'évaluation, mais c'est de l'évaluation sur quoi? Et donc là, la boussole permet aussi d'avoir ce cadre d'évaluation de la durabilité. La boussole, elle permet aussi de pouvoir analyser des filières. Et donc là, ce qu'on avait identifié comme constat, c'était qu'il y a une difficulté de construire finalement une vision aussi, là aussi une compréhension, une vision commune au sein d'une même catégorie d'acteurs du système alimentaire, mais aussi entre des acteurs du système alimentaire, entre les différents maillons des filières, la production, la mise en marché collecte, la transformation, la distribution, consommation. Qu'on a souvent une faible participation des acteurs économiques finalement aux échanges sur cette transition du système agricole et alimentaire quand on le prend dans sa globalité, alors qu'en étudiant une filière finalement on vient aussi avoir plus d'échanges avec ces acteurs-là, et puis que là aussi on a besoin d'un référentiel commun pour échanger entre acteurs sur les enjeux, et notamment sur les enjeux de durabilité.
Et donc là, ce que je vous présente par la suite, c'est un travail qu'on a réalisé au niveau donc, du parc naturel régional de l'Avesnois, qui se situe dans les Hauts-de-France, un travail sur la filière laitière, où on a regroupé tous les acteurs de la filière, avec voilà, des acteurs assez importants comme Lactalis, et par ailleurs des petites fromageries, etc. Des agriculteurs, enfin on avait des éleveurs autour de la table, on avait également quelques établissements de distribution. Et en tout cas, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir identifier les enjeux communs qui les rassemblaient tous autour de cette filière qui voulait continuer à faire vivre sur le territoire. Et donc voilà, on a identifié un ensemble d'enjeux sociaux. Peut-être je vais juste m'attarder sur l'enjeu de cohésion sociale, où il y avait vraiment un enjeu là de maintien du bocage. On est sur un territoire très bocagé, et donc avec cet enjeu social vraiment pour tout le monde finalement, pour tous les acteurs de la filière se sont rendus compte qu'il y avait cet enjeu de maintenir le bocage, et c'est aussi un enjeu qu'on retrouve par la suite dans les enjeux écologiques. Avec donc ce maintien du bocage qui a un impact important pour préserver la biodiversité, la quantité et la qualité de l'eau, le maintien du sol en luttant contre l'érosion. Donc là, c'était vraiment la boussole comme outil de dialogue avec les acteurs des filières, parce qu'une fois qu'on a posé les différents enjeux qui étaient ressortis des différents acteurs, ça nous faisait finalement voilà, un socle commun de discussion. Et puis, pour terminer, on travaille également donc sur, et Michel a commencé à en parler, sur la transition de la restauration scolaire. Et donc là, en identifiant qu'il y a cette triple injonction pour les communes notamment, pour les collectivités, d'une part de pression budgétaire, d'autre part des respects des obligations réglementaires comme la loi Egalim, la loi AGEC, etc. Et puis la montée de la précarité alimentaire sur les territoires. Et que souvent, donc, le questionnement prioritaire, c'est les coûts, et c'est finalement ce qui peut parfois empêcher, freiner la transition. Et donc, nous, ce qu'on propose avec la boussole, c'est de pouvoir aussi élargir cette discussion, pas uniquement aux coûts, mais également aux coûts des impacts qui sont écologiques et sociaux pour la société d'une non-transition du système du service public. Et là aussi, le constat, c'était d'identifier qu'on a besoin d'un référentiel commun pour permettre des échanges entre les collectivités. Et donc peut-être ce qu'on a identifié, donc là, on a réalisé une étude pour l'ADEME sur les marges d'action des collectivités pour la transition écologique et sociale de leur restauration scolaire. On travaille actuellement sur le développement d'un outil. Donc, on a identifié plusieurs types de coûts. Les coûts du service de la restauration scolaire. Donc là, vraiment, on est sur les coûts du service, les coûts de l'administratif, des denrées, les coûts de l'accompagnement pendant la pause méridienne. Ces coûts-là, ils sont payés une partie par les collectivités, une partie par les usagers. Et on va venir regarder sur ces coûts-là comment des leviers de transition tels que l'agriculture biologique, l'introduction de produits en agriculture biologique, comment la végétalisation des assiettes, comment la réduction du gaspillage alimentaire, l'introduction de produits bruts, etc. Comment ces leviers de transition vont venir jouer sur le coût de la restauration scolaire, soit en l'augmentant, soit en la diminuant, et comment la combinaison finalement de ces leviers permet une augmentation pas si importante que ça du coût du repas. Et puis, on vient aussi ajouter à cette première catégorie de coûts ce qu'on appelle les coûts sociétaux, donc les coûts des impacts pour la société. Et donc là, on va venir regarder finalement quels sont les impacts sur les différents enjeux de la boussole de la durabilité de la transition de la restauration scolaire. Donc voilà, par exemple, avec l'introduction de produits bio qui va avoir des impacts sur la biodiversité, l'eau, le bien-être animal, la santé, etc. Et puis d'autres leviers de transition qui peuvent aussi avoir des effets finalement qui viennent dégrader certains enjeux de durabilité. C'est par exemple le cas pour le remplacement des plastiques uniques. Finalement, remplacé par des bacs gastro, ça va jouer sur les conditions de travail. Donc ça permet aussi de nuancer et de pouvoir identifier ces éléments-là et comment du coup répondre à cette dégradation
de la durabilité sur certains points. Et ça permet aussi de mettre en avant que ces coûts sociétaux, ils sont pris en charge par l'État, les systèmes de production sociale, la collectivité, les citoyens et citoyennes. Et donc, du coup, de voir comment la transition permet de remodeler cet équilibre de coûts. Et rapidement, pour terminer, du coup, donc, pour cette transition, les territoires ont besoin d'un référentiel commun pour discuter finalement entre les services et les acteurs d'un même territoire sur l'analyse, la prospective, l'évaluation de leur système alimentaire, pour l'analyse d'une filière aussi, par exemple, ou pour l'étude de l'impact de la transition des cantines scolaires. Et puis, entre territoires aussi, la boussole permet d'avoir ce référentiel commun qui permet d'aborder la question de la durabilité et d'échanger aussi sur des enjeux communs et sur des actions potentielles à mettre en œuvre. Merci beaucoup Camille, je crois que ça fait effectivement tout à fait écho aux expériences qu'on a pu voir. Sarah, du côté de solutions de transition, donc Antoine nous a présenté tout à l'heure aussi, vous avez aussi essayé de synthétiser quelques propositions concrètes pour rendre la cantine un petit peu plus durable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, peut-être d'abord dire qui est la Fondation pour la Nature et l'Homme, ce qu'on fait qui va permettre de rentrer dans le vif du sujet. Depuis 1990, à la Fondation, on s'est donné pour mission de donner l'envie et les moyens d'agir pour la transition écologique. Et c'est pour ça que finalement on a voulu dans Solutions Transition mettre à disposition un certain nombre de résultats, d'études, d'outils qu'on avait développés depuis plusieurs années. Et sur la restauration collective et l'alimentation sur les territoires, on a un outil qui s'appelle Mon Resto Responsable, qui est une démarche de progrès gratuite pour les restaurants qui s'engagent pour aller vers plus de durabilité. Notre principe, c'est pas d'être un label, c'est pas de donner un niveau, c'est vraiment d'accompagner les progrès tout au long avec une démarche qui repose sur le système participatif de garantie que vous connaissez peut-être. La grande différence avec un label, c'est qu'au lieu d'avoir un auditeur externe qui vient vérifier où on en est, c'est collectivement toutes les parties prenantes qui sont invitées, donc nous à travers ce qu'on appelle les séances publiques, à donner leur avis et écouter la marge de progrès de la collectivité et donner leur avis sur les 2 ans écoulés, vous avez fait ce que vous nous avez dit, vous avez vraiment voulu avancer sur la durabilité de votre cantine scolaire, de votre cantine d'entreprise, de votre cantine, vu qu'on s'adresse à toutes les cantines. Et donc, à travers la mise à disposition de cet outil pour les collectivités, on veut les encourager donc, sur la durabilité de leur cantine, sur des achats plus responsables, sur changer l'assiette dans nos cantines, c'est important. Ce n'est pas le seul sujet, on en a beaucoup parlé aussi ce matin, il y a une question qui est très importante pour nous. On a conçu Mon Resto Responsable avec le réseau Restoco, qui est un réseau de professionnels de la restauration collective. On a besoin aussi de professionnels engagés. À travers, on ne changera pas les cantines sans sensibiliser évidemment les convives, on en parle beaucoup, mais sans aussi avoir à nos côtés des personnels engagés et fiers de l'être. Et c'est ça qu'on essaye de faire aussi à travers la démarche. Et on a fait une étude d'impact cette année qui nous montre qu'en fait, oui, ça fonctionne et qu'on a plus de 70% des personnes qui nous disent nos agents, ça a donné du sens à leur travail. On a même des collectivités qui aujourd'hui les mettent dans la fiche de poste en recherche d'emploi. Donc voilà, donc Mon Resto Responsable, je vous invite pour pas être trop longue à lire la fiche, mais ça va vraiment de la pratique des collectivités pour trouver le chemin de progrès de chacun. Et c'est pour nous important parce que on a la loi Egalim aujourd'hui, on a un certain nombre de lois qui sont là, et pourtant ça progresse trop lentement sur un certain nombre de territoires. Et si vous me permettez juste une dernière remarque sur un point qui m'a semblé important, qui a été abordé notamment par les 2 élus présents, c'est la question de l'allotissement en restauration collective. Et cet allotissement, aujourd'hui, il y a des collectivités qui sont vraiment expertes en la matière. On a eu 2 exemples de personnes qui vont très loin. Mais il y a un premier pas qui me paraît très important si on veut atteindre Egalim, mais qui n'est pas encore toujours effectif aujourd'hui dans toutes les collectivités, c'est la question d'un allotissement et d'un lot spécifique pour le bio. Quand vous présentez fruits et légumes avec une partie, un taux de bio, mais que vous avez un marché commun pour l'ensemble des fruits et légumes, des acteurs spécialisés dans la bio ne répondent pas à votre marché parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'un producteur bio, il ne va pas se mettre à produire autre chose. Quand vous avez un lot qui est dédié à la bio, vous n'avez que des producteurs bio ou presque qui répondent à ce lot dédié. Et ça peut paraître anecdotique, mais c'est ça qui va changer petit à petit les filières. Donc oui, il faut changer les lois, mais il faut aussi savoir bien tirer parti des lois actuelles, et c'est ce qu'on essaye de valoriser en faisant partager les pratiques. Et le premier guide pratique qu'on vient de sortir est sur la question du plastique, que vous avez aussi rapidement abordé, parce que c'est un défi important.
Voilà. Merci beaucoup et on fera évidemment passer tous ces outils, toutes ces fiches et tous ces référentiels. Il est temps évidemment d'ouvrir la discussion, que j'imagine que il y a pas mal de questions. Déjà peut-être dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir, soit poser des questions aux intervenants, soit partager des connaissances ou d'autres initiatives sur ces questions-là? Oui. Oui, bonjour. Je fais partie du collectif Paysage de l'après-pétrole et nous avons fourni une note récemment hier pour venir englober un petit peu toutes les approches que vous avez, puisqu'on parle, nous, du paysage, et que le paysage, c'est un moyen de sortir des politiques en silo, et c'est un moyen de faire participer la population pour que chacun puisse avoir son avis qualifié, parce que tout le monde a un avis sur la façon dont il perçoit son cadre de vie, son bien-être social, culturel et environnemental. Donc on vous encourage à avoir recours au plan de paysage et aux démarches paysagères en général dans toutes les actions des collectivités. Merci, c'est un très bon point. Donc là, c'était une intervention des collectifs Paysage après pétrole qui, du coup, insistait sur le fait que le paysage est aussi une façon de créer du lien et du commun entre tous ces enjeux et avec notamment les plans paysages que vous proposez. Et je vous invite effectivement à aller voir les collectifs autour de ça et on partagera aussi ces références-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'en avais une pour Michel. Quand on avait préparé, vous disiez que le territoire était peut-être un tout petit peu moins allant, on va dire, que ce que pouvait dire que d'autres territoires. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser un petit peu comment se sont passées les interactions avec les autres échelons? Et vous parliez d'essaimer dans les communes autour de vous, peut-être aussi si vous voulez dire un mot de la façon dont vous transmettez aussi cette expérience et si ça prend dans d'autres communes. Oui, merci. Effectivement, c'est surtout à travers l'agglo, les interlocuteurs de l'agglo, qu'on a pu partager notre expérience et donner envie à d'autres d'emboîter le pas. Ce qui est important, c'est de pouvoir partager la façon dont on s'y est pris, montrer que c'est possible. Et vous l'avez dit, la question du coût revient régulièrement. Pour ça qu'on a fait cet investissement sur la question du coût du repas. Et bien remettre cet aspect-là dans notre lien complice avec les producteurs bio. Et donc ce lien-là, il se fait beaucoup à travers le service auquel participe Vincent Perrin à l'Agglo sur la protection de la ressource en eau. Il connaît tous les agriculteurs et tous les agriculteurs qu'il va voir lui disent en échange de changement de mes pratiques, j'ai quoi? Donc si on peut offrir un marché stable et rémunérateur à des producteurs, je dirais la porte du dialogue s'ouvre. Mais pour les autres collectivités, la question du coût, la question de la qualité des repas pour les enfants. Et donc voilà, régulièrement, on organise des visites, des journées de portes ouvertes pour partager l'expérience. On a partagé dans le chat un petit film qui présente la démarche. Bio de France, avec qui on travaille beaucoup, a été aussi un vecteur important d'échange, de partage de l'expérience. Voilà, c'est surtout en faisant les choses et en montrant que c'est possible, en le partageant largement, que ça donne envie à d'autres de le faire. Et j'insiste beaucoup sur la dynamique humaine que ça génère au sein de la collectivité, aussi bien élus, agents que habitants. Voilà, dans le monde actuel, des projets qui rassemblent, ça donne envie. Merci. On en a effectivement pas mal besoin. Il y avait une question aussi en ligne sur comment la démarche Terre de Source a été accueillie par les agriculteurs concernés. Est-ce que vous avez déjà des outils de suivi ou des impacts
est-ce que vous avez déjà mesuré des impacts sur la qualité de l'eau notamment? Donc c'est plutôt une question pour Ludovic, qui est toujours là, qui n'est plus là, qui n'a pas pu rester. Je peux malheureusement pas répondre à cette question, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez d'autres échanges, d'autres initiatives à partager aussi? Oui. Donc, Émy Barra, Max Havelaar France. Donc Max Havelaar, c'est une ONG qui travaille sur le commerce équitable, et en ce moment, on est en train de réaliser un projet en partenariat avec l'ADEME sur des territoires de juste rémunération. Et donc, à ce stade de la discussion sur le commerce équitable, nous, on parle de juste rémunération et on met en lien les collectivités avec les agriculteurs qui les fournissent. Très concrètement, on fait des calculs de coûts de production et ensuite, on analyse les postes de charge, on fait un peu de lien entre l'agriculteur qui fournit la ville et la ville, montrer les sensibilités des charges de ces agriculteurs, voir si la ville achète aussi au bon prix pour l'agriculteur, au prix juste, à un prix décent. Et donc, on a lancé cette démarche cette année. On travaille avec des villes comme Lyon, Rouen, Nice, et on cherche aussi d'autres villes. Et comme disait Monsieur Dubreuil, on cherche aussi des villes qui sont aussi plus petites et qui sont aussi en lien direct avec des agriculteurs. On parle aussi, comme vous disiez, un contrat de confiance. Je trouve que c'est super intéressant de pouvoir voir aussi si les agriculteurs qui sont au bout du chemin sont bien rémunérés quand ils alimentent la cantine en local. Merci. Alors je vais synthétiser très très vite pour les personnes en ligne qui n'auraient pas forcément entendu. Donc on a une intervention de quelqu'un de Max Havelaar qui, en partenariat avec l'ADEME, sont en train de faire des études et une initiative autour de territoires juste rémunération, donc centrée sur le calcul de coûts et de juste rémunération des agriculteurs, et qui soulignait que justement l'aspect contrat de confiance avec les agriculteurs, un petit peu, je reprends votre expression, du bout du chemin, était essentiel effectivement dans ces démarches-là. Ce qui résonne tout à fait avec une autre question qu'on a eue en ligne, qui est quel est le coût actuel du repas en régie à Margny, donc je crois que vous l'aviez montré, et par rapport à ce qu'il était dans la formule précédente. Est-ce que vous avez ce différentiel, Michel? Oui, donc à la fin de l'année scolaire, on est à 0,50 € de plus à peu près le coût du repas total, denrées, amortissement, personnel, coût administratif, tout compris, hein. Et donc on sait qu'on paye un petit peu plus cher, et le différentiel, il est au niveau des producteurs. J'insiste sur le fait de travailler régulièrement avec des producteurs, donc un marché stable et rémunérateur. Comme il est stable, ça réduit les coûts commerciaux du producteur. En réduisant ses coûts commerciaux, de facto, en se mettant autour de la table un an après la première expérience, chaque producteur agricole a spontanément proposé 10%, une réduction de 10% du coût de ses livraisons, parce qu'il voit qu'il n'a plus les coûts commerciaux, les coûts de l'incertitude, les coûts du marché qui marche pas. Il faut revenir avec les produits qu'on n'a pas vendus. Donc là, on travaille avec quelques petits producteurs en proximité et un gros producteur en plein champ. Donc ça, c'est intéressant, et on voit qu'on maîtrise nos coûts pendant qu'ils continuent à augmenter chez les prestataires de services. Ça aussi, c'est important. Donc le gap se réduit progressivement, j'ai envie de dire, de mois en mois. Donc c'est un facteur important. La juste rémunération, les producteurs qui sont en bio, on sait que globalement produire bio, c'est 20 à 30% de coûts en plus, le coût de revient additionnel lié aux pertes d'exploitation parce qu'on n'utilise pas de produits, etc. Et du coup, être prêt à payer ce surcoût à des producteurs bio, c'est éviter aussi toutes les externalités négatives sur notre territoire. Alors c'est pas dans le coût de revient du producteur, mais ça rentre quand même dans l'équation si on est honnête sur l'analyse globale des coûts de la chaîne.
Et il y avait une question complémentaire qui était de quelle est la part du bio là aujourd'hui du coup dans vos On est cantines? en quasi total. Donc on est sur nos appros avec que des producteurs bio sur le territoire. Et pour tout ce qui est épicerie, ça représente à peu près la moitié. Tout ce qui est épicerie sèche, on travaille avec Biocop Restauration. Donc c'est des produits Biocop. Donc là, la chaîne peut être un peu plus longue sur certains produits avec Biocop, mais on est quasi en 100% bio. Sarah, vous vouliez Oui, compléter? je voulais juste compléter un autre avantage quand même de ce dialogue de confiance avec les producteurs, qui a un vrai enjeu pour beaucoup de collectivités, c'est la question des ruptures d'approvisionnement. Aujourd'hui, on a un certain nombre de productions, notamment en bio, qui sont difficiles à avoir pour la restauration collective. Et en fait, avoir créé cette relation de confiance avec des contrats longs, avec des contrats rémunérateurs, ça permet à un certain nombre de cantines à travers la France d'avoir encore, par exemple, plus facilement des œufs, pouvoir continuer à servir des omelettes ou des choses comme ça à leurs convives. Et je pense que c'est important de créer cette relation de confiance parce que c'est aussi une sécurité. On a beaucoup dit que finalement les grosses sociétés de restauration, les filières longues, c'était une question de sécurité d'approvisionnement, qui est un enjeu que vous avez très bien montré sur votre commune. Mais aussi, cette reterritorialiser, ça doit être aussi, ça peut être un enjeu de sécurité alimentaire et c'est important de le dire. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres Il y avait peut-être Flore de Rennes qui essaie de se reconnecter. Allez. Ouais. Bon, on va prendre dans la salle. J'ai une question par rapport au lien entre justement cette dynamique qui essaie d'être créée au niveau local par les collectivités, etc. Donc les cantines scolaires, on voit que c'est un levier. Mais est-ce que cette dynamique, elle permet de générer quelque chose de plus large, quoi, parce qu'en fait, au niveau des volumes, ça reste, c'est pas la majorité, quoi. Il y a toujours est-ce qu'on risque pas de créer un système parallèle en quelque sorte entre une partie, le public arrive à faire du bio, etc. Puis en fait, on a toujours en parallèle le système actuel agroalimentaire qui lui, ne répond pas aux enjeux, quoi. Donc voilà, je sais pas s'il y a une réponse à ma question. Est-ce que Camille a des éléments de réponse peut-être par rapport à ou Michel, est-ce que vous avez vu des changements de comportement aussi peut-être alimentaires? Alors, donc on s'y attelle effectivement, le fait d'avoir joué un rôle en tant que collectivité sur l'alimentation durable, locale, fait qu'on a des interlocuteurs, des habitants, notamment à travers les parents d'élèves, mais pas que, qui s'intéressent un peu plus à ce qu'on fait. Notamment, on a organisé depuis 1 an et demi 3 soirées débats sur le sujet. La dernière en date, c'était avec Terre de Liens sur le film Leur chant du cœur, qui est un film magnifique sur le rôle que jouent des producteurs qui veulent produire en responsabilité. Ça a touché beaucoup de gens et par ce biais-là, on arrive à imaginer d'autres actions avec les habitants sur de la mini-cantine solidaire, sur le renforcement de l'AMAP qui existe déjà, sur des actions en matière de précarité alimentaire. Donc c'est un sujet qu'on inscrit maintenant résolument dans notre programme de la prochaine mandature, de travailler sur l'alimentation locale et l'agriculture urbaine. Très bien. Il y avait une autre question, je te donnerai. Bonjour, Vincent Lucie, je suis membre de la Fédération des CAE. Je voulais savoir si, en fait, à votre niveau, disons, dans la fonction publique, vous essayez d'instiller un projet qui me paraît politiquement très important et qui a été malheureusement abandonné par le Sénat, qui est celui de la sécurité sociale de l'alimentation. Je pense qu'il est peut-être possible de trouver des cofinancements locaux pour instituer ça et d'élargir largement à la société civile, justement, en écho avec peut-être l'énorme effort sur la restauration scolaire, etc., pour faire un peu d'éducation populaire par rapport aux enjeux qui sont si bien décrits depuis 2021, même par le BASIC. Enfin voilà, tout est ultra documenté sur les circuits économiques, mais peu connus de la population. Et je pense que les initiatives comme ça, elles portent aussi un éclairage à la population civile qui ne connaît pas le BASIC, pour faire chaud. qui ne... oui, merci. Je vais répéter du coup rapidement pour en ligne. Donc, c'était une personne de la fédération CAE qui nous
qui disait que du coup pour généraliser aussi ces enjeux et ces questions, il y avait demandé potentiellement où en étaient les débats sur la sécurité sociale de l'alimentation et quelle promotion de la sécurité sociale de l'alimentation et quelles initiatives à d'autres échelles en lien direct effectivement avec tous ces enjeux de territoire et d'alimentation. Peut-être Camille, est-ce que tu avais des éléments pour la question aussi des dynamiques Oui, mais effectivement, on voit et sur éventuellement la sécurité sociale de l'alimentation. Je laisserai, je pense, Michel sur la SSA, mais en tout cas sur les dynamiques, effectivement, on voit ces dynamiques au niveau local. Et après, basique, on a aussi commencé à poser des chiffres, des données sur les niveaux système alimentaire français. Et c'est aussi, on en discute souvent aussi avec les collectivités, c'est comment aussi au niveau collectivité on peut faire du lobbying aussi pour aller plus loin en fait à des niveaux effectivement régionaux, nationaux, etc. Parce que effectivement c'est là aussi où va se jouer une transition plus globale du système alimentaire. Verrous, etc. Et dire on a besoin de politiques cadres qui... Parce que, je peux me permettre une autre question. J'ai entendu le précédent l'autre intervenant qui est parti là, qui parlait de régionaliser la PAC. Est-ce que ça fait partie des propositions? Et si oui, comment en fait c'est imaginé ça? Alors moi je ne peux pas me prononcer. D'accord, ok, c'est pas grave, c'est juste ce qu'il a demandé. Je peux réagir par rapport à sécurité sociale de l'alimentation. C'est quand même adapté à des échelles de villes plus importantes que la nôtre. Par contre, il y a un outil qu'on va mettre en œuvre dans les prochains mois à Marny, c'est les ordonnances vertes. Je ne sais pas si tout le monde connaît le système des ordonnances vertes. Le principe, c'est de veiller à ce que les femmes enceintes, pendant la grossesse et quelques mois après, puissent s'alimenter correctement en évitant tout ce qui est pesticides, etc. Et les perturbateurs endocriniens. Et là, c'est une collaboration avec les médecins qui prescrivent pour ces personnes un panier hebdomadaire de produits bio, de légumes bio, soutenu par la collectivité. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant, ça crée un maillage des acteurs entre la santé, entre les habitants, entre les producteurs, à travers la MAP. C'est quelque chose d'assez synergique sur le territoire et on fait très bien le lien à ce moment-là, alimentation, santé, qualité de l'agriculture locale. Les ordonnances vertes. Ouais, merci, c'est une initiative qui est effectivement très très intéressante. Peut-être un petit mot de conclusion aussi, Sarah. Peut-être en réponse aussi à votre question qui est pertinente, c'est de se dire qu'à un moment donné, en tout cas nous, en tant qu'acteurs de la société civile, là, ce matin on présentait l'approche territoriale, l'approche très restauration collective, mais en effet sur la question de plus de bio, moins de pesticides dans nos champs, on a finalement différentes cibles et il faut s'y atteler de manière concomitante. C'est ce qu'on tente de faire à la Fondation avec un travail de plaidoyer, de lobbying autour des questions de ces filières, de mieux comprendre aussi comment l'argent est réparti dans ces filières, parce qu'on le disait, Rennes le présentait très bien, un des enjeux aussi, c'est qu'aujourd'hui l'agriculture va mal et qu'on peut difficilement demander à des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté de porter le poids de la transition, qui est un coût, effectivement, changer de modèle, quel que soit le modèle, qu'il soit plus vertueux ou moins vertueux, ça a un coût. On dirait que c'est des investissements, on nous l'a présenté. Donc on travaille sur ces côtés-là, on travaille aussi beaucoup auprès du citoyen, sensibiliser. Vous avez raison, ces démarches autour de cette connaissance des enjeux alimentaires et de l'impact de l'alimentation, aujourd'hui elle est encore très restreinte, trop restreinte. Et on doit tous ensemble faire en sorte que ça soit mieux entendu, mieux compris, et que ces discours scientifiques, toute cette connaissance, elle soit acceptée, comprise et qu'elle percole dans la société. Et c'est un enjeu qui est devant nous et c'est un enjeu où le fait que des collectivités arrivent à faire mieux est pour moi un vrai atout, c'est-à-dire de montrer à un moment donné, comme vous disiez, que c'est possible en fait et que les freins, parfois, localement, ils peuvent être levés et qu'il n'y a pas de raison que tous ensemble, en bonne intelligence, on ne trouve pas les moyens de les lever à une échelle plus haute. Et que en fait, c'est une question, finalement, on y revient souvent, de volonté politique et de coopération pour trouver les solutions. Donc, moi, je suis très optimiste.
C'est une ambition dans la vie. Donc Ludovic a dû nous quitter, mais Flore a pu se connecter donc pour Terre de Source et peut-être répondre à la question sur la façon dont les agriculteurs concernés avaient accueilli cette initiative et s'il y a déjà des impacts visibles sur la qualité de l'eau. Alors, effectivement, je vais vous répondre en 2 temps. Par rapport à l'accueil des agriculteurs sur la démarche Terre de Source, de façon très générale, on a plutôt un accueil positif d'un accompagnement technique, économique à la transition des exploitations. J'imagine que Ludovic Brossard vous a expliqué qu'un agriculteur qui s'engage, il s'engage sur l'ensemble de sa surface agricole et sur l'ensemble de ses ateliers. Et de fait, c'est vraiment un accompagnement technique à la transition. L'objectif, c'est de pouvoir lui offrir des débouchés, que ce soit par le levier du marché public ou le levier de la structuration de filières. Donc, on essaye par tous les moyens de trouver de la valeur ajoutée à son engagement. Il nous reste un frein malgré tout, c'est qu'on se rend bien compte que faire porter la transition des exploitations par l'acheteur final, c'est une belle idée, mais que dans les faits, c'est pas une réalité, surtout dans un contexte économique qui est compliqué, y compris pour le consommateur, y compris pour les acheteurs de la restauration collective. Donc, on cherche à trouver d'autres leviers de financement de cette transition agricole, d'aller chercher le levier de l'entreprise privée, d'aller chercher le levier des politiques publiques. Je vous entendais parler tout à l'heure de la PAC régionalisée. Oui, on fait aussi pas du lobbying, mais on essaye de voir avec les différents ministères, que ce soit l'écologie, l'agriculture, de voir comment on peut, de façon un peu systématique, accompagner les agriculteurs à transiter et à mieux prendre en compte la ressource, le sol, l'air, l'eau. Donc finalement, à prendre soin de l'environnement qu'on occupe tous. Donc ça, c'est un premier point, mais voilà, il y a pas mal d'études qui ont démontré que les agriculteurs, ils sont volontaires pour changer les modes de production dès lors que c'est financé. Et donc, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, l'impact sur la qualité de la ressource en eau. Alors nous, sur la région rennaise, on a une spécificité, c'est que nos ressources en eau, elles sont principalement superficielles. Donc c'est des grandes masses d'eau qui engagent avec elles des grands bassins versants. Et de fait, dès lors qu'on n'a pas un engagement massif des agriculteurs, ça veut dire au moins 25% des agriculteurs qui sont situés sur les bassins versants, on ne pourra pas avoir de résultats très significatifs sur l'ensemble de la masse d'eau. Parce qu'il faut un engagement important et en plus il y a une inertie de réponse de la masse d'eau. Donc on n'arrive pas à mesurer l'effort collectif. En revanche, on suit chacun des agriculteurs et donc on mesure l'effort individuel. Et là, on a des réels résultats sur les quantités de résidus nitrates dans les sols et sur les quantités d'IFT, enfin la réduction des IFT globales, donc les fréquences de traitement au global sur l'exploitation. Donc on a des résultats individuels, on n'a pas encore de résultats collectifs, on espère en avoir quand on aura engagé massivement. Et voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. C'est très clair, merci beaucoup. Et merci beaucoup Michel, Ludovic, Flore, Camille, Sarah pour votre participation, à vous tous et toutes en ligne et ici. On diffusera donc un vademecum de ce qu'il faut retenir. Les prochains rendez-vous Vibe sont le 13 janvier sur les questions de la publicité et que peuvent faire les communes pour réguler la publicité. Le 10 février sur les enjeux de mobilité et le 3 mars donc sur l'eau, qui est un enjeu qui a vraiment traversé ici aussi toute notre discussion. N'hésitez pas à venir discuter avec nous, les intervenants, les intervenantes, là, le temps de la fin du petit déjeuner, à nous contacter pour prolonger les discussions, nous partager vos initiatives, soit sur cette thématique, soit sur celle que je viens de vous annoncer, ou d'autres qui vous sembleraient trop importantes pour être éludées. Et pour les gens qui ont la chance d'avoir une cantine, j'espère que ce sera bon ce midi. Merci beaucoup et à bientôt.